est-ce que vous, au niveau humanitaire, vous avez des outils d'anticipation malgré tout, puisque c'est un petit peu votre... vous intervenez dans l'urgence, oui. mais vous essayez aussi d'anticiper, j'imagine, les crises. Tout à fait, mais nous, on va être sur des échelles complètement différentes. On ne fait pas d'anticipation à l'échelle nationale, internationale, ou voire pour l'Union européenne. En fait, on va être capable peut-être d'anticiper des choses sur un terrain concret, mais à une échelle beaucoup plus réduite. Et je pense que ça peut être aussi des cas d'études intéressants, de s'intéresser à certaines municipalités pour des chercheurs et d'étudier justement comment la migration, j'imagine que ça a déjà été fait, que ce n'est pas quelque chose de tout à fait nouveau, mais nous, ça nous intéresserait beaucoup d'avoir ce type d'études qui montrerait par exemple comment, dans certaines villes qui ont eu des dispositifs d'accueil assez ouverts, positifs, ça a pu avoir un effet positif pour les personnes qui sont accueillies et comparer ça peut-être avec d'autres types de villes. Je sais que dans le cadre des financements de l'Union européenne, actuellement, il y a un certain nombre de chercheurs qui ont fait ce type de propositions. J'ai vu passer un projet qui s'appelle Babel, justement sur les villes frontières pour étudier des cas en Grèce, en Italie, mais aussi en Allemagne. Et ça, c'est des choses qui peuvent être très intéressantes pour des acteurs humanitaires, puisque du coup, nous, on s'intègre vraiment sur un territoire concrètement, avec les acteurs qui y sont présents, donc les acteurs du système public, enfin les autorités du pays en question, les autres acteurs humanitaires, les populations elles-mêmes. Et donc du coup, d'être à ce niveau d'analyse peut être très intéressant pour savoir quel type de réponse nous on peut apporter. Babel est un projet que l'ANR a sélectionné donc, il y a quelques semaines, dans le cadre de l'opération Flash Asile, dont j'avais la responsabilité. C'est un projet qui est dirigé par Michel Agier à l'EHESS, donc avec quelques grandes villes européennes, mais également Beyrouth. Oui. Et l'idée, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des traditions, des politiques, des manières de faire à un niveau local, au niveau d'une ville, qui peuvent être assez différents, voire contredire, assez différentes des politiques nationales d'accueil. Et ce qui peut être intéressant, c'est de voir quelles sont les conséquences des politiques publiques et aussi comment les migrants refaçonnent une ville, c'est-à-dire d'avoir les interactions dans les deux sens. Oui, c'est ce que vous nous disiez finalement, Jean-Christophe Dumont, tout à l'heure. Il faut penser global, mais regarder local pour voir les différentes expériences. Ah, absolument. Je pense effectivement que l'expérience de terrain est tout à fait nécessaire et complémentaire d'autres approches. Et notamment parce que vous êtes en contact direct aussi avec les personnes concernées. Donc elles sont aussi à même de vous donner un écho qui est complètement différent. Vous échangez entre vous d'ailleurs, les humanitaires et les chercheurs, vous avez cette... Traditionnellement, si je peux donner la réponse du point de vue de l'humanitaire, oui. On utilise beaucoup les travaux des chercheurs quand on veut faire une analyse de contexte ou qu'on veut comprendre des dynamiques sociales ou aussi évidemment des choses qui ont trait à la santé puisqu'on est un acteur médical. Et parfois on demande même, on commande des recherches à un certain nombre de chercheurs, mais à Médecins du Monde plus traditionnellement avec des anthropologues et des sociologues qui nous permettent de travailler beaucoup sur l'empowerment et sur la capacité des gens à prendre leur vie en main, puisque c'est quelque chose qui est fondamental pour Médecins du Monde et sur lequel on essaye de travailler dans tous les projets qu'on a et qui est très compliqué dans la crise actuelle. Et ça aussi, c'est quelque chose que... donc peut-être après, je pourrais dire quelques mots du point de vue du travailleur humanitaire sur la situation, mais quelque chose qui serait fort utile aussi pour nous, acteurs humanitaires, c'est de mieux comprendre comment travailler avec les diasporas, les réseaux de migrants qui sont très connectés, les médias sociaux, et comment faire en sorte d'être en lien davantage avec eux, avec elles, pour diffuser de l'information déjà, parce qu'on pourrait à travers elles fournir de l'information sur un certain nombre de droits, d'accès à la santé qui pourraient les aider sur leur parcours. Ça nous permettrait aussi de mieux les connaître, de mieux savoir comment elles sont organisées et également peut-être aussi de voir quelles sont les capacités dans ces diasporas avec lesquelles on pourrait travailler, et notamment je pense aux soignants de ces diasporas. Quand on travaille en Jordanie dans le camp de Zaatari notamment, on a dû se séparer en fait de nos collègues médecins syriens puisqu'ils n'étaient pas autorisés à travailler par le gouvernement jordanien et qu'ils étaient menacés d'être expulsés si ils étaient pris sur le fait de travailler.
Donc on essaye, nous, de faire du plaidoyer pour que les soignants puissent travailler dans les pays là où ils sont présents, puisque c'est une ressource précieuse par rapport à la connaissance qu'ils ont de leur propre population, mais aussi en termes de dynamique, d'interaction. Enfin, c'est quelque chose de très riche et ça leur donne en plus, évidemment, on travaille aussi beaucoup sur la dignité, sur le fait que chaque individu puisse être à nouveau un acteur de sa vie et ne soit pas juste ballotté d'un camp à un bus, à un hotspot, à l'autre. Sur l'interconnexion des réseaux de migrants, il y a les travaux d'Anna Diminescu, vous les connaissez peut-être? Non. Qui est donc une chercheuse de Paris Tech, qui doit être en année sabbatique aux États-Unis en ce moment, mais qui a fait un travail vraiment considérable et très intéressant sur les diasporas, les connexions des diasporas sur Internet, ou toute une cartographie dynamique des diasporas sur Internet. Et c'est sans doute, enfin tu la connais Jean-Christophe, hein, une des chercheuses les plus au fait de tout ça, vous devriez la contacter. D'accord. Oui. Et on a par exemple, nous au niveau de Médecins du Monde, créé un site qui s'appelle clinicfinder.org pour essayer de donner l'accès à l'information des centres de santé qui sont, on va dire, refugees friendly sur leur parcours, et qui sont soit gérés par Médecins du Monde, soit par d'autres associations. Et c'est un site en fait qui peut être alimenté. Mais donc l'intérêt aussi, c'est que les gens puissent alimenter ce site et y ajouter les centres de santé qui permettent aux réfugiés de trouver des soins sur leur parcours migratoire. Donc c'est ce genre de choses qu'on essaye d'élaborer et d'avancer. C'est pas simple parce qu'en fait on n'est pas tant en capacité que ça d'anticiper non plus. On réagit nous-mêmes beaucoup à l'urgence. On n'est pas, complètement déconnecté de la société, donc on réagit beaucoup aussi à la pression médiatique, ce qui n'est pas forcément bien, puisque c'est des discussions qu'on a beaucoup en interne à Médecins du Monde, et Maria, qui travaille aussi à Médecins du Monde, rigole, mais c'est vrai que parfois on a tendance à privilégier d'aller à un endroit puisqu'on en parle beaucoup et qu'on se dit que c'est très très grave, alors qu'il y a beaucoup de crises cachées, donc il faut aussi que nous on puisse garder un équilibre de nos interventions. C'est une des raisons pour lesquelles en fait, on a souhaité continuer à travailler sur plusieurs parcours migratoires et pas seulement celui qui est le plus visible aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui il y a énormément encore de personnes qui viennent d'Afrique subsaharienne qui font la traversée de l'Afrique, passent par la Libye où elles connaissent des conditions de détention qui sont terribles, qui sont victimes de torture. Il y a toute une série de rapports d'Amnesty International très bien faits sur le sujet, qui ensuite montent dans une embarcation de nuit sur les plages libyennes pour tenter la traversée, que depuis qu'on a un bateau en Méditerranée, on récupère en Méditerranée alors qu'ils sont sur le point de couler, qui racontent des histoires terribles, et qu'on doit ensuite débarquer en Italie et laisser aux autorités italiennes qui font un très bon boulot, mais qui ont une approche qui devient de plus en plus sécuritaire, avec ces hotspots où les personnes arrivent, on leur demande leur nom, leur prénom, leur nationalité, la motivation de leur venue, et ensuite elles vont dans des circuits différents. Et donc du coup, on n'a pas la possibilité de leur donner de l'information avant pour les aiguiller un peu, leur expliquer ce qui va leur arriver. Et on craint beaucoup que ces hotspots deviennent des lieux d'enfermement avec un concours juridique assez flou, où le ministère de l'Intérieur italien, dans une communication médiatique il y a quelques jours, a dit qu'ils étaient en train d'évaluer de quelle manière ils pourraient faire usage de la force pour prendre les empreintes digitales des personnes. Voilà, il y a des personnes qui sont maintenues dans ces lieux un certain nombre de semaines, voire de mois, sans forcément passer devant un juge. Donc il y a aussi beaucoup de choses qui nous inquiètent au niveau du droit. Et en préparant cette intervention, en discutant avec certains collègues, on se disait qu'en fait aujourd'hui on parle beaucoup de gestion sécuritaire, de flux migratoires, on ne parle plus beaucoup d'hommes, de femmes qui ont un parcours, une identité ou de droit en fait. Et nous-mêmes on se rend compte qu'on parle beaucoup des conséquences des violences et on essaye toujours de retourner sur le terrain du droit. Ce que vous disiez tout à l'heure, la France est un pays qui accepte aussi un certain nombre de personnes sur son territoire parce qu'ils ont le droit d'être là, et donc c'est pour ça aussi qu'on se bat nous, c'est pour ça qu'on a fait un certain nombre de référés liberté pour enjoindre le gouvernement français à prendre en charge correctement les mineurs isolés étrangers, notamment à Calais, puisqu'on parle de chiffres énormes, mais il y avait 300 mineurs isolés étrangers à Calais, ce qui est beaucoup, mais en même temps c'est pas grand-chose, et déjà ils n'étaient pas bien pris en charge, donc voilà. Donc nous on essaye à notre niveau de pouvoir alerter les pouvoirs publics des droits qui ne sont pas effectifs ou de la non-effectivité des droits, puisqu'en France, effectivement, ils existent, et notamment sur le droit à la santé. On est quand même un pays très avancé sur le sujet, avec énormément de droits proposés
aux étrangers, quelles que soient leurs conditions. Mais on reste vigilant sur la criminalisation de plus en plus importante en fait, qui est faite des migrants. Et qui dit criminalisation, dit danger de plus en plus accru pour venir jusqu'à nous. Parce que si vous érigez des frontières de plus en plus difficiles à contourner, les gens vont prendre de plus en plus de risques pour venir jusqu'ici. J'ai lu une étude fort intéressante de la Direction générale de la migration de la Commission européenne, où il montre effectivement qu'il y a très peu de possibilités d'avoir un impact sur la demande de migration en ayant des politiques uniquement répressives sur les frontières, et que les gens, finalement, ça va leur coûter plus cher de venir jusqu'à nous. Ils vont prendre plus de risques, mais ça va certainement pas leur ôter l'envie ou la nécessité de venir. Et il y a peu de temps aussi, le gouvernement français a fait passer alors je ne sais pas comment ça s'appelle, parce que je suis une disposition dans la loi, voilà, sur l'économie maritime pour en fait créer un délit d'intrusion dans les zones portuaires non accessibles au public. Alors en fait, il semblerait que le gouvernement avait essayé d'ajouter cette disposition de loi au moment du projet de loi sur le droit des étrangers à l'Assemblée nationale. Et à ce moment-là, ça avait été retoqué, puisque dans la présentation, il avait été clairement dit que c'était pour pénaliser les migrants qui s'introduiraient dans le port de Calais. Et donc, ça n'était pas passé. Et donc là, comme il y avait l'économie maritime, qu'on appelle l'économie bleue, était en train d'être revue, ils en ont profité pour remettre cette disposition qui n'avait pas été acceptée quand elle avait été présentée avec sa vraie intentionnalité, si je puis dire. Et voilà, donc c'est tout ce genre de choses qui nous inquiètent un peu, de continuer à gérer l'externalisation de la frontière du Royaume-Uni à Calais, et de voir ce qui est en train de se passer entre l'Union européenne et la Turquie. On sait déjà que c'est compliqué pour les gens qui arrivent en Grèce. On a déjà vu des tensions entre migrants sur l'île de Lesbos quand les gens arrivaient, puisque en fonction de leur nationalité, en fait, ils ne sont pas accueillis de la même manière, ils n'ont pas droit aux mêmes papiers, ils n'ont pas le droit à la même durée de transit dans le pays, ils ne sont pas pris en charge tout à fait pareil. Les Syriens étaient toujours accueillis et restaient près du centre-ville, les autres étaient aiguillés un peu plus loin, n'avaient pas droit aux mêmes distributions alimentaires, et en fait tout ça, ça a des impacts réels assez forts, avec des tensions où les gens ont failli en venir aux mains entre migrants. Et cette discrimination aussi dans l'aide et l'accueil nous inquiète beaucoup. Donc moi, on m'avait demandé un petit peu d'éclairer par quelques faits. Donc on est inquiet de cette criminalisation, de fait qu'on voit le migrant comme quelqu'un qui est illégal avant de voir que c'est un individu qui a peut-être des droits à faire valoir. Et puis sur cette discrimination à l'entrée, avant même d'avoir examiné une demande individuelle entre individus, c'est-à-dire que voilà, si on est maghrébin notamment, quand on arrive en Grèce, on subit un parcours qui est beaucoup plus compliqué. Enfin, ils sont mis en centre de rétention où ils restent dans des conditions assez terribles, alors que peut-être parmi eux, il y a des gens qui pourraient tout à fait justifier d'une demande d'asile. Voilà. Oui. En fait, je n'ai pas du tout suivi ce que j'avais prévu de dire, mais alors pas du tout. Du coup, je suis complètement Non, mais sur perdue. cette question des frontières, effectivement, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que la frontière, c'est un lieu de mort, et plus on est riche de frontières, plus on accroît la mortalité, mais on ne diminue pas forcément le nombre d'arrivées, enfin, parce que quand on veut passer, parce qu'on est désespéré, on finit par passer ou par trouver une autre route. Alors, je ne sais pas, François Héran, j'ai l'impression que vous n'aviez pas forcément tout à fait la même analyse en disant on peut fermer. Si on lève le coup, c'est plus dur, c'est plus long, les flux sont quand même réduits. Enfin, voilà, c'est le pari en tout cas que fait l'Allemagne là et l'Europe avec cet accord avec la Turquie, puisqu'ils viennent de signer cet accord pour renvoyer à partir de dimanche tous les migrants qui arriveraient en Grèce. Alors, je sais pas, enfin, c'est compliqué de réagir à quelque chose dont on n'a que les grandes lignes, mais déjà même sur le principe même de décider de renvoyer absolument toutes les personnes qui arriveraient en Grèce à partir de dimanche, l'important étant de donner, j'imagine, un signal très vite pour tarir tout de suite ou très vite les flux, puisqu'on parle comme pour des marchandises. Je ne sais pas si ce genre de choses peut marcher selon votre expérience, et puis peut-être après vous pourrez nous dire...
Marcher de quel point de vue? C'est-à-dire tarir, enfin marcher de ce point de vue-là, oui, c'est-à-dire tarir effectivement le flux, puisque c'est l'attente du côté européen. C'est-à-dire, en fait, les gens vont trouver d'autres chemins si on ferme à un endroit. C'est ce qu'on a déjà vu avec la fermeture à la frontière macédonienne, où les gens essayent de passer maintenant, mais c'est plus compliqué parce qu'elle est fermée. Donc en fait, ils subissent beaucoup plus de violences policières. Nous, on récupère beaucoup de personnes qui ont été mordues par des chiens, qui ont été tabassées par la police et qui, du coup, repassent vers la Grèce. Entre le Danemark et la Suède, par exemple, c'est beaucoup plus compliqué de passer. Et la Suède n'accepte plus autant de personnes qu'elle acceptait par le passé. Et elle veut que l'ensemble des personnes qui traversent ces frontières aient des documents d'identité. Du coup, les gens commencent à prendre des petites barques pour passer de nuit. Voilà, donc en fait, peut-être que ça va marcher, entre guillemets, pour arrêter les arrivées à un endroit donné. Mais les gens vont peut-être à nouveau utiliser plus la voie de la Méditerranée centrale. Peut-être, si chacun de vous peut réagir à la fois sur l'efficacité éventuelle et puis sur le principe même de cet accord, peut-être. La question de l'accord, alors c'est un peu compliqué parce que ça vient d'être signé, mais il y a différents volets dans cet accord, et notamment il était censé y avoir un volet réinstallation. Et donc là, sans connaître les détails de ce volet réinstallation, c'est assez difficile de répondre à la question. Et si on reste sur ce qui était prévu jusqu'à présent, c'est-à-dire la réinstallation de 22 000 personnes sur 2 ans, je pense qu'effectivement, on peut s'interroger sur l'efficacité de l'accord. Maintenant, si le programme de réinstallation est d'une ampleur beaucoup plus conséquente, ça peut, disons, aussi offrir des opportunités légales. Toute la question sera de savoir si le public auquel c'est... D'abord, si ces accords de réinstallation seront aussi effectifs dès dimanche. Et d'autre part, si le public auquel il s'adresse est finalement le même que celui de ceux qui montent sur les bateaux et qui cherchent par tous les moyens à rejoindre aujourd'hui la Grèce. Sans connaître ces détails-là, c'est un petit peu difficile d'évaluer la portée de l'accord. Cela dit, sur la question des frontières et du contrôle, disons des murs, hein, des barrières, je crois que, évidemment, ça accroît le coût. Le fait d'accroître, disons de rendre les choses plus difficiles, a aussi tendance à augmenter les risques. Et donc, disons, la mise en place de dispositifs de plus en plus sécurisés, de ce point de vue-là, peut effectivement avoir un impact sur le nombre de personnes qui tentent de passer, mais ça aussi augmente la létalité, quoi, tout simplement. Et on sait que, si on a tout un tas d'exemples partout, hein, que quelle que soit la hauteur de la frontière, ça n'empêche pas forcément les gens de passer. Donc soit ils prennent un autre chemin, soit effectivement ils passent par-dessus ou par-dessous. Mais globalement, ce n'est pas une réponse à des problèmes structurels, où que ce soit. Donc ça fait gagner du temps, ça accroît les risques, mais ce n'est pas une réponse structurelle au problème. Et ça, je crois que tout le monde en a bien conscience. Et que dans la question de l'anticipation, c'est exactement ça aussi. C'est-à-dire rendre, par exemple, ce passage entre la Turquie et la Grèce plus compliqué. Quels sont si c'est toute chose égale par ailleurs, hein, quelles sont les routes migratoires qui risquent de s'ouvrir demain? On peut avoir quelques idées, mais il en reste quand même quelques-unes. Donc, et peut-être que justement, on n'a pas pensé à toutes. Mais on peut avoir des routes migratoires qui, même d'un point de vue politique, soient encore plus compliquées à gérer qu'avec la Turquie. Voilà, j'arrête là. Oui, je pense qu'on va avoir des réponses qui sont dans l'ensemble assez convergentes. Je pense que
les relocalisations, c'est la bonne solution. C'est-à-dire que c'est la bonne solution dans le sens où ça évite le recours aux passeurs, ça abaisse les coûts pour tout le monde, à la fois les coûts de surveillance certainement, mais aussi les coûts pour les migrants, le coût économique qui aujourd'hui, pour passer, est exorbitant. Ça accroît la sécurité pour tout le monde aussi. C'est-à-dire que ça décroît la létalité et ça augmente la sécurité pour les États aussi, parce que une des réticences certainement des gouvernements européens vient de la crainte du terrorisme. Et si les migrants passent effectivement par les mains des passeurs, il n'y a aucun contrôle sur qui passe. Cela dit, la relocalisation, ça marche si c'est significatif. C'est ce que disait à l'instant Jean-Christophe. Si c'est sur des nombres tout petits, les autres continueront de passer. Moi, quelque chose qui m'interpelle d'une certaine façon, c'est le fait que cette question, notamment de relocalisation des Syriens, ne se pose pas dans le cadre d'un accord international. À l'époque de la crise en Asie du Sud-Est, dans les années 70, fin des années 70, en 1979, il y a une première grande conférence internationale qui s'est tenue à Genève, à laquelle ont participé, je pense, 70 ou 80 pays. Et un grand plan international a été décidé de relocalisation, qui était ambitieux. Et on ne faisait pas comme si c'était juste l'affaire de l'Europe. Et une autre conférence s'est tenue aussi à Genève en 1984 qui mettait fin à beaucoup de dispositifs, beaucoup d'éléments du dispositif exceptionnel qui avait été mis en place. Mais c'était quelque chose qui était discuté à l'échelle internationale. Et là, on sait que pour les Syriens, Lama le rappelait ce matin, il y a un accueil qui se fait dans d'autres pays, en Amérique du Nord. Il y a quelque temps, l'Argentine avait annoncé la relocalisation de quelques personnes aussi. Mais je suis assez étonné de ce qu'il n'y ait pas de réponse coordonnée institutionnelle au-delà de l'Union européenne. Alors on pourrait dire, oui, mais déjà en Europe, on n'arrive pas à se mettre d'accord, mais ça ouvrirait quand même la discussion. C'est peut-être facile à dire, mais on a déjà été capable de le faire. Peut-être qu'on pourrait essayer. Pourquoi le plan Juncker a-t-il totalement échoué ? Le plan Juncker, il était hyper rationnel. Au début, c'était l'idée, donc l'OIM, voulant pas faire le plaidoyer pays par pays, tellement c'était coûteux, s'est dit, allez, il faudrait quand même que l'Union européenne nous fasse un plan unique. Et puis comme ça, on économisera beaucoup d'efforts. Et donc Juncker met au travail Eurostat. En fait, c'était des experts d'Eurostat qui étaient habitués depuis longtemps à calculer la pression de la demande d'asile en la rapportant aux chiffres de la population. En la rapportant au PIB, c'est normal que la Suède, à population égale, accueille plus de migrants, ils sont plus riches. Bon, ce genre d'indicateurs. Donc c'était publié de longue date par Eurostat, des indicateurs, tu les connais bien. Et puis, quand on fait ça, ça révèle crûment le fait que des pays comme la France ou la Grande-Bretagne accueillent très très peu de migrants. Nous sommes parmi les moins généreux. Quand je dis ça au conseil d'administration de l'OFII, c'est quand même embarrassant, mais enfin c'est bien vrai. Et donc du coup, ils ont plaidé pour qu'on ajoute d'autres critères. Non, il faudra que le nombre de demandeurs d'asile qu'on accueille soit inversement proportionnel au taux de chômage, ça a été une demande de la France, et inversement proportionnel au nombre de demandeurs qu'on a déjà accueillis depuis 5 ans. Et donc, du coup, il y avait une annexe avec toute une équation, puis après on plafonnait certains de ces indicateurs pour qu'ils n'explosent pas quand même trop loin, etc. Et les journalistes britanniques ont raillé cette annexe qui était à peu près illisible en disant « Ah, ça c'est bien typique de la bureaucratie bruxelloise ». Mais le texte accompagnateur était en fait extrêmement clair et disait assez bien comment on pouvait faire une distribution rationnelle des migrants. Mais ça révélait de façon extrêmement crue cette juste répartition des migrants, cette juste relocalisation, ça révélait de façon extrêmement crue les inégalités d'accueil entre pays, entre l'Est et l'Ouest, entre la France, entre les pays de l'Europe moyenne et les pays d'Europe du Nord, etc. etc. Donc il y avait une espèce de pouvoir de révélation de cette statistique-là qui rendait les choses également... la France a fait partie des pays les plus réticents. Après, la Hongrie, elle a refusé parce qu'elle ne voulait pas qu'on lui impose un vote à la majorité qualifiée sur un sujet comme celui-là qui normalement relève de la souveraineté. Donc, mais la France a fait partie des pays les plus... parce que notre bilan était
pas très glorieux, quoi. Enfin, c'est ça qui s'est passé. Et donc, le résultat, c'est qu'on a des chiffres dérisoires et que le président ou le directeur de l'OFPRA raconte, je ne sais pas dans quelle mesure si c'est vrai, que lorsque des municipalités prêtes à accueillir des réfugiés l'appellent en disant envoyez-nous des réfugiés, tout est prêt pour les accueillir, il n'a personne à leur envoyer. Donc, c'est un peu paradoxal, quoi. C'est concentré dans quelques villes, quoi. Bon, maintenant, un autre facteur d'échec des relocalisations des migrants, c'est que les migrants, eux aussi, ont leurs propres préférences. Si vous dites, toi tu iras là, toi tu iras là, non, les gens ne laissent plus déplacer comme des pions. On ne va pas leur dire, vous serez 150 à aller dans quelle ville, 200. Alors en Allemagne, le grand plan actuel est un plan de relocalisation entre les Länder, entre les villes. Enfin, c'est aussi tout ce côté-là. Et il y a de grosses difficultés à convaincre les migrants d'aller en tel endroit plus qu'en tel autre, parce qu'ils ont maintenant, par rapport à ce qui se faisait autrefois, une autonomie de choix dans la localisation qu'il faut bien prendre en compte aussi. Donc c'est vraiment extrêmement difficile à résoudre entre les réticences des gouvernements et les préférences des intéressés. L'équation est quand même très complexe. On dit que ce qui n'a pas marché les choses marche aujourd'hui, mais je crois que vous voulez réagir sur cette idée de conférence. Voilà, sur l'idée de conférence internationale, simplement pour aussi rappeler, peut-être sous le contrôle des experts de la salle, mais que cette conférence internationale, en ce qui concernait les Boat People, n'était pas intervenue au début de la crise, mais plutôt bien plus tard. Et donc on n'est pas encore dans cette... on peut penser qu'on n'est pas encore dans cette situation-là. Cela dit, il y a beaucoup d'événements internationaux qui sont prévus cette année, à commencer par un qui a lieu à la fin du mois à Genève, organisé par l'UNHCR, où il y a déjà une première discussion au niveau ministériel qui va dans ce sens. Alors, je pense qu'on n'est pas encore à l'étape d'une conférence similaire à ce qui avait eu lieu à l'époque. Mais il y a aussi, d'abord, il y a le World Humanitarian Summit à Istanbul à la fin du mois de mai. Il y a surtout, au 19 septembre, à New York, une session spéciale de l'Assemblée générale des Nations Unies sur cette question. On verra bien qu'est-ce qui peut sortir de ces discussions internationales. Enfin, ça part de la volonté des pays au départ. C'est pas juste les organisations qui évidemment, c'est pas d'ailleurs les organisations en l'occurrence concernées qui sont maîtres de l'agenda. Donc il faut qu'il y ait une volonté politique des États membres. Et à souligner l'initiative américaine qui, le lendemain de cette conférence, le 20 septembre, organise un sommet également sur la crise des réfugiés. Je ne sais pas quel sera l'intitulé exact et final, mais enfin, en gros, sur la crise des réfugiés en Europe, quoi. Ouais, moi je suis un petit peu... il y a un autre modèle historique, qui est la fameuse conférence d'Évian de juillet 1938. En juillet 1938, les États-Unis acceptent d'organiser une grande conférence à Évian avec tous les pays. Et le but, c'est essayons d'accueillir les réfugiés juifs juste après l'Anschluss, et l'occupation de l'Autriche. Et ça n'a rien donné. Parce que les États-Unis, finalement, sont arrivés en disant « mais nous, on ne changera rien à notre politique migratoire. Nos quotas resteront les mêmes. » Puis tous les pays ont suivi. Et puis l'Australie disait « ah ben nous, on va accueillir tous les réfugiés juifs. Oui, mais à condition qu'ils soient agriculteurs. » Bon, etc., etc. Alors c'était des gens de population urbaine qui étaient quand même pas, correspondaient pas au profil. Et finalement, et rien n'en est sorti. Alors c'est un des exemples les plus... Si vous visitez le musée de l'Holocauste à Washington, vous avez une vidéo absolument passionnante consacrée à ce problème-là. Et les arguments que vous entendez pour on peut les accueillir, on ne peut pas les accueillir, etc. Mais certains sont littéralement ceux qu'on entend aujourd'hui. On a trop de chômeurs, on a déjà nos pauvres. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Donc, voilà, je crains qu'actuellement, on soit plus dans le modèle de la conférence d'Évian en juillet 1938 que dans quelque chose qui serait généreux et à l'allemande, quoi. Enfin, c'est... On ne pourra pas proposer qu'il soit dans le 16e arrondissement à Paris, parce qu'il semblerait qu'il ne soit pas très ouvert. Oui, je voulais juste dire que quand on parle d'anticipation, on parle beaucoup de comment répondre à l'urgence de la crise et aux besoins de protection immédiat des personnes. Et je ne sais pas comment est réfléchie exactement la réponse à long terme et l'inscription dans les politiques publiques des besoins de ces personnes dans la durée. Comment les systèmes de santé publique, notamment, vont prendre ça en compte. De quelle manière on aura des interprètes pour un certain nombre de personnes disponibles pour les prendre
en charge. Je discutais avec ma voisine tout à l'heure pendant la pause et elle me disait qu'elle-même, travaillant pour France Terre d'Asile, voyait bien que les moyens pour l'intégration dans la durée des réfugiés n'étaient pas forcément à la hauteur des enjeux non plus. C'est-à-dire qu'on a des dispositifs qui se mobilisent beaucoup dans l'urgence immédiate pour répondre à des besoins qui nous émeuvent tous. Mais par contre, pour la prise en charge dans la durée, on n'est pas encore tout à fait au rendez-vous. Et du coup, je me demande comment c'est réfléchi aujourd'hui et de quelle manière on anticipe ça.